Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Passion, dévouement et empathie, ce sont certaines des qualités dont font preuve les infirmières et infirmiers au quotidien. Que ce soit dans la prévention des maladies, la prestation des soins primaires, durant les urgences ou autres situations, leur rôle est crucial dans le maintien en bonne santé des personnes et des communautés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les infirmières et les sages-femmes représentent près de 50% du personnel de santé dans le monde. Mais il existe une pénurie d'infirmières au plan mondial, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les infirmières font de grands sacrifices à chaque jour pour aider les patients et ceux qui en ont besoin, quelquefois au risque de leur vie. Djamila Amadou a fui Gao aux côtés de milliers d'autres en 2012 lorsque des groupes extrémistes ont occupé la ville du nord du Mali. Elle fait partie de ceux qui sont revenus pour reconstruire et elle utilise ses compétences d'infirmière pour aider la ville à recouvrer sa santé, en dépit de l'insécurité persistante dans la région. Regardez. À l'école primaire, Djamila Amadou voulait être infirmière. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle vit son rêve comme infirmière en chef au centre de santé de référence de Gao, un hôpital général desservant environ 550 000 personnes dans le nord du Mali, dont beaucoup ont été déplacés par le conflit. Il y a toutes sortes de cas. Il y a le palu, diarrhée, fièvre, typhoïde, ulcère gastrique, les hypertendus. 6 ans après l'intervention des forces françaises contre l'avancée des djihadistes dans le nord du Mali, les violences se sont propagées dans le Sahel. La sécurité s'est fortement détériorée ces dernières années à la suite d'attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi qu'en raison de heurts ethniques. Pendant l'occupation, des hôpitaux et des installations de services publics ont été vandalisés. C'était pillé en avril. Tout était saccagé, complètement saccagé. Il n'y avait rien, ni porte, ni fenêtre ici. Le mois dernier, pas moins de 160 personnes ont été tuées dans le village de Gossagou. Malgré l'insécurité, de nombreuses personnes reviennent à Gao et la population augmente. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires ont ainsi travaillé à la réhabilitation de l'hôpital principal. Quant à Djamila, à la fin d'une longue journée, elle rentre chez elle en scooter pour retrouver sa famille. La profession d'infirmière est un pilier essentiel pour la santé publique. Pour en savoir plus, nous avons avec nous par Skype Madame Lydie Nkulu Molia, qui est infirmière au centre médical du centre-ville de Goma, en RDC. Madame Lydie Molia, merci de nous rejoindre. Alors, en tant qu'infirmière, vous assurez le relais entre le médecin et les patients. Alors, en quoi consiste votre travail au quotidien au centre médical du centre-ville? En tant qu'infirmière, donc on travaille en collaboration entre médecins et infirmiers. Les médecins consultent, ils nous donnent les recommandations et nous les infirmiers on exécute. On reste à côté des malades, on les surveille et après on donne les rapports au médecin. S'il y a à ajouter, il ajoute. S'il n'y a pas à ajouter, on continue avec la surveillance. Et Madame Lydie, on dit que ce métier demande de grands sacrifices personnels à ceux et celles qui l'exercent. Si oui, quels sont certains de ces sacrifices? En tout cas, pour être infirmière, d'abord, il faut être patiente. Il faut avoir la compassion. Parce que quand on connaît l'heure d'entrée, on ne connaît pas l'heure de sortie. Tu peux être à l'hôpital à 6 heures et que tu quittes à 20 heures. Et normalement, tu devais quitter à 15 heures. Parce qu'il y a trop à faire. Il faut soutenir les malades. Il faut être à côté des malades. Donc, on se sacrifie. Vous nous avez fait parvenir vos commentaires sur Facebook, notamment Alphonse Mbouaki à Kinshasa, en RDC, qui dit, s'agissant de la profession d'infirmier, il faut améliorer leurs conditions de travail, leur salaire et primes. Ils travaillent beaucoup, mais gagnent peu ou modiquement par rapport aux médecins. Donc, Madame Lydie, que pensez-vous de ce commentaire? Là où j'exerce mon métier comme à CMDC, en tout cas, je travaille dans de bonnes conditions. Je suis dans l'hôpital privé, je travaille dans de bonnes conditions, mais l'hôpital de l'État, en tout cas là-bas, il faut améliorer. Il n'y a pas de matériel,
Les gens n'ont pas d'argent, l'hôpital coûte cher, mais ici, chez nous, on a du matériel, on a tout, on travaille à l'aise. Et c'est un métier qui demande aussi beaucoup de vous physiquement et même mentalement. Y a-t-il des moments où vous avez le sentiment d'être à bout? Oui, par moment. Tu peux avoir trop à faire, beaucoup de malades, beaucoup de recommandations à faire. Tu peux être à bout, par exemple, tu as un problème, tu es endeuillé, que tu n'es pas à mesure d'aller même au deuil, tu es au travail. Tu peux même te dire que non, ce métier, je peux l'abandonner. Même comme c'est une vocation, tu ne peux pas abandonner. On se sacrifie beaucoup. Très bien, Madame Lydie Nkulumolia, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infirmière au centre médical du centre-ville à Goma, en RDC. Alors, l'éducation sexuelle des jeunes, c'est un sujet qui soulève les passions. Selon les experts, l'éducation sexuelle a pour but, entre autres, de fournir un modèle sain de comportement sexuel et renforcer la capacité à prendre des décisions responsables. Mais à quel âge peut-on parler de sexualité aux jeunes? Quand est-il trop tôt? En Côte d'Ivoire, ici, au niveau du code civil, une jeune fille peut se marier à partir de 16 ans avec l'autorisation de ses parents. Dès l'instant où la loi même permet à quelqu'un d'aller au mariage, cela suppose que la loi autorise cette personne à aller à la sexualité. Il faut préparer l'enfant depuis le bas âge et cette préparation-là ne commence pas par la sexualité. C'est construire sa personnalité et au fur et à mesure intégrer ces ingrédients-là. La sexualité en islam, quand on sait que l'enfant fait la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, à partir de ce moment, on peut communiquer avec l'enfant. Il parle de la sexualité. Parce que l'islam nous explique tout. Aujourd'hui, la sexualité, il faut en parler, mais de manière mesurée, de manière responsable. Et il faut responsabiliser les enfants. Dis non, ce qui t'arrive là, ça m'est arrivé aussi. Et voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que tu dois faire pour que tu t'en sortes. Parce qu'il y a les périodes de turbulence, 16, 17 ans, 18 ans, 14 ans. C'est la période où l'organisme demande certaines choses. Et puis il y a des choses, même des mutations dans votre corps. Ces mutations-là, c'est quoi? L'enfant qui n'a pas reçu même une parole de sa maman ou de son papa a peur. Voilà. Et c'est cette peur-là qu'il faut faire tomber en donnant des conseils justes aux enfants. Quel que soit l'âge qu'on estime approprié pour parler de sexualité aux jeunes, une chose est sûre, l'éducation sexuelle ne peut être ignorée chez les jeunes, selon les experts, car elle est nécessaire dans leur développement sexuel et leur bien-être. Il est dit souvent que dans le ventre, le bébé sent les émotions de sa maman. La joie, la peur, le stress. Beaucoup de personnes le croient, mais pour d'autres, ce n'est pas si sûr. Alors, le fœtus ressent-il les émotions de sa maman? Vrai ou faux? Nous avons posé la question au docteur Michelle Fernandez, chercheuse à l'Université d'Oxford en Angleterre. Sur la base de nos résultats, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il peut ressentir les émotions de la mère en soi. Par exemple, nous n'avons aucun moyen d'évaluer objectivement si un fœtus peut ressentir ou percevoir exactement ce que la mère ressent ou perçoit à un moment donné. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est que nous avons démontré que le fœtus peut réagir de manière particulière aux expériences de la mère en matière de stress. Cela n'a pas été démontré uniquement par nous, mais également par d'autres groupes de recherche du monde entier.
Un groupe de recherche aux États-Unis qui est basé à l'université Howard suit de près les fœtus et étudie leur comportement dans le contexte de diverses expériences stressantes chez la mère. Dans notre étude, nous avons démontré que les fœtus réagissaient aux expériences de stress maternel à partir du 3e trimestre, soit de la 28e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais d'autres groupes de recherche ont démontré que cela se produisait plus tôt, au cours du 2e trimestre de la grossesse également. Eh bien, étant donné que le fœtus peut ressentir les émotions de maman, il est donc très important, chère maman, de garder sa bonne humeur le plus souvent. Eh bien, nous avons tendance à penser que les problèmes d'obésité sont plus fréquents en milieu urbain en raison, par exemple, d'une plus grande sédentarisation ou à une alimentation pas toujours saine, mais selon une étude récente publiée dans le magazine Nature, il semblerait que non. Les chercheurs de l'Imperial College de Londres ont analysé les tendances mondiales de l'indice de masse corporelle, IMC, de plus de 112 millions de personnes dans les villes et en milieu rural de 200 pays et territoires entre 1985 et 2017. Ils suggèrent que depuis une trentaine d'années, les problèmes de surpoids augmentent plus rapidement dans les zones rurales que dans les villes. Un chiffre qui atteint les 80% dans certaines régions en voie de développement. Les chercheurs évoquent plusieurs facteurs tels que la disponibilité limitée et les prix plus élevés des aliments sains en milieu rural. L'agriculture est plus mécanisée qu'avant et la voiture de plus en plus utilisée. Ces avancées sont bien sûr bénéfiques, mais elles réduisent les dépenses énergétiques. Nous avons posé la question suivante à un agriculteur en RDC. Consommez-vous ce que vous produisez dans votre champ, tels que fruits et légumes, ou mangez-vous plutôt de la nourriture qui vient de la ville? Avec cette plantation de manioc, tu peux avoir de bons résultats dans un mois, une très bonne récolte. Et si tu veux même avoir un meilleur résultat, avoir un grand champ de manioc, tu dois attendre 1 année et 3 mois. Mais comme ces derniers temps, il y a la famine, on attend seulement 1 année pour que les enfants puissent avoir à manger. Comme tu le vois ici, cette plantation a déjà fait 6 mois. Et donc, j'attends encore 6 mois et là, je serai très content. Je divise toujours ma récolte en 2 parties. Une partie que je vends et l'autre que j'envoie à la maison. Si j'ai par exemple 3 sacs de manioc, je vendrai 2 et je garderai un sac à la maison pour m'aider avec d'autres besoins. Ici dans mon champ, j'ai du manioc et des haricots. Je pourrais plus tard ajouter le soja et le maïs. Le seul problème que je rencontre ici, c'est que le climat n'est pas trop favorable pour le soja, les oignons, l'ail et la tomate. C'est ce qui me décourage des fois d'avoir recours à d'autres produits. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons entre autres du cancer du col de l'utérus. Si vous avez des questions ou pour tous vos commentaires, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.